Tu sais, il y a des trucs, quand t'es parent pour la première fois, tu fais pas gaffe. T'es tellement dans l'émotion, le stress, le manque de sommeil, la peur de mal faire, que t'as l'impression que tout est normal. Ou que c'est toi qui t'inquiètes pour rien. Ben là, c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'était un matin d'hiver, un de ces matins froids et gris qu'on connaît bien ici, en province. Le genre où tu sens la buée sur les vitres de la maternité, où les néons clignotent un peu, où les sages-femmes parlent doucement, parce que tout le monde dort à moitié. Elle venait d'accoucher. Premier bébé, un petit garçon. Tout s'était bien passé, enfin aussi bien que possible après 12 heures de travail. Une péridurale qui fait effet trop tard et un mari qui tourne en rond en demandant toutes les 3 minutes. Et là, je fais quoi? Bref, un accouchement à la française, quoi. Ils étaient épuisés, évidemment, mais heureux, le genre de bonheur flou, cotonneux qu'on vit entre 2 biberons et 3 larmes. Le petit était posé contre elle, tout chaud, tout froissé. Et puis à un moment, la sage-femme a levé la tête à regarder le bébé où elle a dit « Oh, il a des yeux étonnants. Pas méchamment, hein? Pas inquiète non plus. » Plutôt comme si elle venait de voir une peinture rare. Alors la maman a regardé aussi. Et là, elle a vu. Des yeux très clairs. Mais pas le bleu qu'on voit d'habitude. Un bleu presque argenté, un truc lunaire. Avec des reflets qu'elle n'arrivait pas à décrire. Le papa, lui, y a dit direct « C'est marrant de ça. On dirait les yeux d'un chat dans le noir. » Bon, sur le coup, elles ont rigolé. Elle a dit « Bah, c'est normal. Tous les bébés ont les yeux bleus à la naissance, non? » Et la sage-femme a hoché la tête, mais avec ce petit qui dit pas vraiment oui. Tu vois, ce genre de bruit qui flotte entre l'indifférence et le doute. Et là, franchement, personne ne s'est affolé. C'est pas un truc qui déclenche l'alerte rouge. T'as un bébé dans les bras, t'as juste envie de l'aimer, pas de commencer à analyser la couleur de ses yeux comme si c'était une énigme. Puis bon, niveau génétique, c'est bizarre parfois. Le père a les yeux marrons, la mère aussi. Mais va savoir, un arrière-grand-oncle suédois, une grand-mère aux yeux gris oubliée dans les archives familiales. Bref, on s'est dit, les yeux changeront. C'est comme ça, chez les bébés. Mais qu'est-ce qui est dingue? C'est que c'était là, dès le début. Le signe, le truc qui aurait dû les alerter. Et pourtant, personne n'a vu venir la suite. Pas même eux. Alors restez. Parce que ce petit détail, cette couleur d'yeux que personne n'a comprise, eh ben, c'est lui qui va tout déclencher. La suite va vous retourner. Les premières semaines, c'est un peu le flou artistique. Tu te lèves sans savoir si c'est le matin ou le soir. Tu bois ton café froid 3 fois dans la journée. Et tu passes ton temps à vérifier si le bébé respire. Un bruit bizarre? Tu stresses. Il dort trop? Tu stresses. Il dort pas assez? Tu stresses aussi. Bref, le bonheur flippé des jeunes parents. Alors forcément, au début, ils n'ont pas remarqué. Ou plutôt, ils ont mis ça sur le compte de la fatigue. Mais très vite, elle a commencé à avoir comme une intuition. Un truc discret, mais qui revient. Le petit ne suit pas du regard. Pas vraiment. Quand elle passe un jouet devant lui, il bouge pas. Ou alors, trop tard. Quand elle ouvre les volets le matin, il cligne pas des yeux. Et elle se surprend à dire des trucs du genre « C'est marrant, il a aimé pas trop la lumière, hein? » Et lui, le père, il répond « C'est un petit vampire, notre fils. » Avec un clin d'œil pour détendre l'ambiance. Mais elle rigole pas trop. Et pourtant, il continue là. La vie suit son cours. Les biberons, les lessives, les siestes ratées, les visites de la belle-mère qui dit qu'il a les oreilles de son oncle Jean. Rien d'alarmant à première vue, mais elle sent quelque chose. Une sensation vague, comme un courant d'air qu'on n'arrive pas à localiser. Un doute qui colle. Elle en parle au pédiatre, à la visite du 2e mois. Elle dit « Je trouve qu'il fixe pas grand-chose, vous pensez que c'est normal? » Et lui est très rassurant. À cet âge-là, c'est difficile à dire. Certains bébés prennent plus de temps que d'autres. Et regarde vite fait briller une petite lumière dans les yeux du bébé, prend des notes et termine par
On verra au prochain contrôle. Inutile de s'inquiéter maintenant. Voilà, inutile de s'inquiéter. 5 mots et pouf, on remballe le doute dans une petite boîte. Mais la boîte reste là, sur la commode mentale. Elle prend de la poussière et elle fait du bruit. Et toi, t'aurais insisté? Parce qu'au fond, elle sait. Elle le sent dans ses strips. Mais bon, elle se dit aussi qu'elle doit lui laisser du temps. Qu'elle va pas commencer à s'angoisser pour rien. Que c'est peut-être elle, le problème. Trop stressée, trop attentive, trop mère. Puis un jour, elle est chez elle avec une copine, une ancienne collègue, maman aussi. Elle papote pendant que le bébé est sur le tapis, à plat dos. Et là, la copine dit, en rigolant, « Dis donc, il te regarde jamais, ton fils. Même quand tu parles fort, il s'en fout complètement. » Silence. Une remarque lancée comme ça, sans méchanceté, mais qui tombe comme un pavé dans la mer. Et elle ne répond pas. Elle sourit poliment, mais dans sa tête, ça tourne. Et cette nuit-là, elle dort pas. Elle le regarde dormir, son petit. Elle approche sa main de ses yeux, rien. Elle agite doucement un hochet, rien. Et soudain, il tourne la tête, mais pas vers le bruit, vers la lumière de côté, et elle se dit, c'est pas normal. C'est souvent comme ça, tu sais. On commence par s'inquiéter doucement, puis on observe, puis on note les détails. Et puis un jour, on a peur. Lui, le père, il n'était pas du genre à s'affoler. Plutôt calme, logique, genre à dire « on va pas en faire un fromage ». Mais un matin, il rentre de la boulangerie, les bras chargés de croissants et de baguettes encore tièdes. Il pousse la porte, les clés lui échappent des mains et tombent par terre. Cling, cling, bruit métallique bien net sur le carrelage. Le bébé est à 3 mètres dans son transat. Et là, rien. Pas un sursaut. Pas un regard. Il continue à gigoter dans le vide, tranquille. Comme si de rien n'était. Et le père, il reste figé. Il ramasse les clés lentement, les regarde, puis il regarde son fils. Et pour la première fois, il se dit, et s'il ne voyait pas, il dit rien sur le moment. Mais à midi, il en parle. Et elle s'effondre. Parce qu'elle n'attendait que ça. Que lui aussi remarquant. Qu'il le dise. Qu'elle ne soit plus seule avec ce poids flou au fond du ventre. Le soir même, ils appellent la pédiatre. Pas celle du carnet de santé, non. Une autre. Une amie d'amis recommandée sur un forum de maman. Elle accepte de les voir en urgence. Et là, pendant la consultation, il y a ce moment étrange, tu sais. Ce moment où un médecin ne dit rien, mais où tu vois dans ses yeux qu'il a compris un truc. Elle fait un test, 2, puis elle s'arrête. Elle fixe le bébé et elle dit juste « Je vais vous orienter vers un ophtalmo spécialisé. Il faut des examens plus poussés. » Et ce pousser, il reste en suspens dans la pièce. Un mot doux pour éviter de dire grave. Mais dans le silence, il fait un bruit terrible. Sur le chemin du retour, il ne parle presque pas. Le bébé dort à l'arrière, sa petite tête ballottant contre le siège auto. Et qu'elle regarde la route défiler, les arbres, les panneaux, et elle murmure « T'as vu comme il cligne jamais des yeux quand on est au soleil? » Et lui, il répond « J'y pensais justement. Même moi, j'ai du mal à garder les yeux ouverts là. Mais lui, rien. » Elle repense aussi à cette fois, chez sa mère, quand tout le monde s'extasiate sur le bébé. Regarde comme il est beau. Il nous fixe droit dans les yeux. Mais elle savait qu'il regardait à côté. Toujours un peu à côté. Et puis ce fameux dimanche. Repas de famille, table longue, nappes en plastique, plats qui fument, vin rouge, pain de campagne, la grand-mère paternelle, du genre Franck du Collier, un peu brutale mais toujours juste. Elle le regarde, puis elle regarde la mère, et elle balance. Moi, je dis qu'il voit rien, ce gosse. Silence. Elle est du de la mamie. Du genre à dire les choses sans filtre. Tout le monde se fige. Le père lève les yeux au ciel, gêné. Quelqu'un tente de rire pour détendre l'atmosphère. Mais elle, la maman, elle encaisse. Elle encaisse parce qu'elle pense exactement la même chose. Et que maintenant, c'est dit. Ce qui se passe ensuite,
personne ne l'avait vu venir, même pas eux. Parce que c'est là que commence vraiment l'histoire. La vraie, pas celle des petits doutes et des regards en coin, non. L'histoire d'un bébé qu'on va devoir apprendre à voir autrement. Et surtout à aimer autrement. Pas plus, pas moins, mais différemment. Alors, voilà. Ils ont décidé d'agir. Fini les suppositions, les on verra bien, les c'est peut-être rien. Ils veulent des réponses, claires, nettes, officielles. Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est que quand tu veux faire avancer les choses dans le système de santé français, faut avoir du courage et du temps et une sacrée dose de patience. Premier réflexe. Dr. Lib, elle cherche un ophtalmo-pédiatrique dans leur coin. Rien, nada. Que des généralistes ou des ophtalmos à 3 mois d'attente. Elle élargit le rayon. 20 km, 50 km, 100 km. Toujours rien. Quand elle clique sur un praticien au CHU, le site indique fièrement « Prochain rendez-vous, avril de l'année prochaine ». Super! Il aura le temps d'avoir son bac, dit le père en soupirant. Ils finissent par appeler un hôpital public directement. Le téléphone sonne dans le vide pendant 6 longues minutes. Puis une voix fatiguée décroche. « Service ophtalmologie, bonjour. » Ils expliquent, ils insistent, ils précisent l'âge du bébé. On les transfère 3 fois. Et finalement, une secrétaire leur donne un rendez-vous dans 7 semaines. C'est rapide pour un hôpital, dit la secrétaire, presque fière. Et là, tu vois, tu te sens un peu seul. T'as un bébé de 3 mois. Tu penses qu'il ne voit pas. Et tout ce qu'on peut te proposer, c'est « revenez dans 2 mois ». C'est fou, non? Mais ils prennent le rendez-vous. Parce qu'ils n'ont pas le choix. En attendant, la pédiatre leur recommande un petit cabinet en ville, un ophtalmo qui a l'habitude des nourrissons. Alors, ils y vont. Salle d'attente vieillotte, chaise en plastique, vieux Paris Match de 2017 sur la table basse. Et ce poster de l'œil humain grandeur nature avec des flèches incompréhensibles partout. Le médecin les fait entrer. Il regarde le bébé 5 minutes, à peine. Projette une lumière, murmure « Suivez la lumière, mon petit bonhomme. » Puis il se tourne vers eux, très tranquille. C'est encore trop tôt pour poser un diagnostic. Il faut attendre que le nerf optique soit bien mature. Mais il y a bientôt 4 mois. Il suit pas du regard. Il réagit pas à la lumière forte et ses pupilles, je comprends. Mais il faut laisser le temps au développement. Revenez dans 1 mois ou 2. On verra s'il y a une évolution. Voilà. On verra. Toujours ce flou. Toujours ce ton rassurant. Qui les énerve autant qu'il les angoisse. Et en sortant, elles font en larmes dans la voiture. Pas à cause du verdict. Non, à cause de l'absence de verdict. J'en peux plus qu'on me dise que c'est normal. C'est pas normal. Je le vois. C'est mon fils. Et lui, pour une fois, dit rien. Juste, il serre sa main. Fort. Et vous avez déjà connu ça? Sentir au fond de vous que quelque chose cloche et personne qui vous écoute? Les semaines passent. Les regards des autres deviennent lourds. Mais il vous sourit, non? Peut-être qu'il est juste en retard, ça arrive. Vous vous inquiétez trop. Mais un jour, à force de chercher, de fouiller, de poser des questions dans tous les groupes Facebook de parents, elle tombe sur un nom. Un professeur à Paris, spécialiste de la vision infantile, très réputé. Consultation privée, pas donnée. Mais il réserve quand même. Tant pis pour le budget. La mutuelle couvrira ce qu'elle pourra. Et là, ils ont une date. Dans 2 semaines. Et pour la première fois depuis longtemps, ils respirent. Pas parce qu'ils ont une réponse. Mais parce qu'enfin, quelqu'un va les écouter. C'était un mardi. Un de ces jours gris de février où Paris te donne envie de rester sous la couette. Ils ont pris le train à l'aube avec le petit bien emmitouflé dans une gigoteuse trop chaude pour les couloirs de la gare Montparnasse. 2 thermos, une valise, un doudou et cette boule au ventre qui te colle à la peau comme un pull qui gratte. Ils arrivent au cabinet. Rue calme, plaque dorée, salle d'attente silencieuse. Pas de jouets, pas de musique.
Juste une horloge murale qui fait tic à chaque seconde. Elles sont en avance. 25 minutes. Mais ils n'osent pas sortir. Puis vient leur tour. Un grand monsieur, la soixantaine bien tassée, costume sobre, lunettes fines, accent du sud-ouest discret. Il les regarde, puis il regarde le bébé. Et il dit juste « Alors, racontez-moi ». Et elle parle, tout, sans filtre, les yeux étranges, le manque de réaction, les rendez-vous qui ne donnent rien, les nuits sans sommeil, et lui, le père, complète. Les clés tombées, la lumière du matin, les regards dans le vide. Le médecin ne les interrompt jamais, il écoute, et il prend des notes à la main, à l'ancienne, puis il fait venir une assistante. Et là, il commence les examens. C'est là qu'il découvre un mot qu'il ne connaissait pas. Électrorétinogramme. Tu connais, toi? C'est un test un peu particulier. On colle des électrodes sur les paupières, on envoie des stimulations lumineuses et on regarde comment la rétine réagit. Pas douloureux, mais impressionnant. Surtout pour un bébé de 5 mois. Ils assistent, impuissants, à ce ballet silencieux de machines, de bips légers, de gestes millimétrés. Et puis, tout s'arrête. Le médecin revient, il regarde les résultats. Il ne dit rien tout de suite. Il soupire, pas fort, mais juste assez pour qu'on l'entende. Et là, il pose ses lunettes sur le bureau et il dit « Il s'agit probablement d'une achromatopsie. Silence. » Il se regarde, elle cligne des yeux, lui penche la tête. C'est quoi exactement? Et là, il prend le temps. Il explique doucement, en français, pas en jargon. Il dit que c'est une maladie génétique rare, très rare, que la rétine, c'est un peu comme un orchestre. Et dans son cas, certains instruments ne jouent pas. Les cônes, ceux qui permettent de voir les couleurs, de bien voir en plein jour, de distinguer les détails fins chez leur fils, ils ne fonctionnent pas, ou à peine, et il continue. Il ne voit pas les couleurs, pas du tout. Il est très sensible à la lumière. C'est pour ça qu'il ne cligne pas, qu'il fuit le soleil. Et sa vision globale est floue, réduite. Comme si vous regardiez à travers un verre dépoli. Elle reste là, figée, lui aussi. Et dans le silence, le bébé babaye doucement, comme pour rappeler qu'il est là, qu'il ne comprend rien à tout ça, qu'il vit juste sa petite vie. Et elle demande « Mais ça se soigne ?» Le médecin hoche la tête doucement. On peut améliorer son confort, protéger ses yeux, l'aider à développer d'autres repères. Mais on ne guérit pas cette maladie. Et là, le sol se dérobe un peu. Pas totalement, mais juste assez pour te déséquilibrer. Vous allez apprendre un truc fou aujourd'hui. On peut naître aveugle aux couleurs sans que personne ne s'en rende compte pendant des mois. Ils sortent du cabinet 2 heures plus tard, lessivés. Mais soulagés, paradoxalement, parce que maintenant, ils ont un nom. Un mot sur le mystère, achromatopsie. Ils le répètent en boucle, dans le train du retour. Ils cherchent sur leur téléphone. Des forums, des témoignages, des lunettes filtrantes, des écoles spécialisées, des applications, des lunettes avec filtre rouge. Un monde parallèle qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ce soir-là, à la maison, quand le bébé s'endort contre eux, ils se regardent, ils ne parlent pas, mais ils savent, il va falloir tout réapprendre. Ce soir-là, après le diagnostic, ils n'ont pas pleuré. Pas comme on pleure devant un film triste ou à un enterrement. Non, c'était plus diffus. Comme une pluie fine qui tombe toute la nuit sans que tu t'en rendes compte. Ils ont couché le petit. Ils se sont installés sur le canapé. Et ils ont ouvert l'ordinateur. Google, achromatopsie, Enter, et là une avalanche. Des mots techniques, des sigles bizarres, des témoignages dans des forums un peu glauques, des parents épuisés qui parlent de lunettes rouges, de fatigue visuelle, d'inclusion scolaire, de handicaps invisibles, mais aussi quelques éclats de lumière. Un blog tenu par une ado atteinte d'achromatopsie. Un post Instagram d'un photographe daltonien qui explique comment il voit le monde. Un TED Talk sous-titré français d'un homme qui entend les couleurs grâce à un capteur sonore. Oui. Il entend les couleurs, c'est fou.
Et là, pour la première fois depuis des semaines, ils se regardent avec un peu de curiosité. Comme si ce truc qu'on leur avait collé dans les bras sans prévenir ce diagnostic, cette différence, cette étiquette pouvait peut-être être apprivoisée. Pas domptée, pas effacée, mais intégrée. Le lendemain, il rappelle la pédiatre. Elle écoute, elle les félicite d'avoir insisté. Et elle leur donne les coordonnées d'un orthoptiste spécialisé dans la basse vision. Elle dit aussi une phrase qu'ils oublieront jamais. Ce sera peut-être pas facile, mais il ne sera pas malheureux. Si vous l'accompagnez bien, il vivra pleinement. Et là, tu vois, c'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Alors, ils se mettent en temps en route. Premier achat, une paire de lunettes filtrantes rouges qu'on commande sur un site allemand un peu rétro, avec des délais de livraison dignes de la poste des années 90. Mais quand elles arrivent, c'est un petit miracle. Le bébé les porte et pour la première fois, il plisse les yeux. Il tourne la tête vers une lampe. Il suit une ombre du regard. Ils en pleurent, pas de tristesse, de soulagement. Ils voient, pas comme les autres, mais ils voient. Ils adaptent leur appartement. Rideaux épais dans la chambre, ampoules tamisées, des jouets aux textures différentes, des livres avec des contrastes forts. Ils expliquent à la crèche. La directrice les accueille à bras ouverts. Elle dit « On n'a jamais eu ce cas, mais on va apprendre. » Et elle le fait. Franchement, qui aurait deviné que des lunettes rouges allaient tout changer? Petit à petit, la vie reprend, différente, mais vivable. Et il rigole ce petit, il gazouille, il tape dans ses jouettes, et il éclate de rire quand son père fait des bruits de bouche débile. Et aime sentir les choses, les tissus, les peaux, les courants d'air, et surtout, il adore la musique. Alors elle commence à lui faire écouter des sons, des notes, en les associant à des objets. Une balle rouge, un do. Une peluche bleue et un sol. Un livre jaune, un mi. Est-ce que qu'il comprend? Peut-être pas. Mais ça devient leur truc, leur petit langage. Et un jour, alors qu'il a presque 1 an, il attrape la peluche bleue en entendant la note sol sur le xylophone. Ils n'en reviennent pas. C'est pas scientifique, hein? C'est pas prouvé. Mais c'est leur manière à eux de lui apprendre les couleurs. Par le son, par l'émotion, par le lien. Et là, tout change. Parce qu'ils arrêtent de penser à ce qu'il ne pourra pas faire. Et qu'ils commencent à découvrir tout ce qu'il pourra faire autrement. C'est drôle, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à respirer un peu mieux, à sortir la tête de l'eau, la question s'est imposée naturellement. Mais d'où ça vient, ce truc? C'est nous? C'est héréditaire? C'est un hasard? Une mutation? Une faute? Et là, silence. Pas le silence gêné, non. Le vrai silence. Celui qui pèse. Parce que quand tu deviens parent, tu te poses déjà 1000 questions. Mais là, ils se demandaient, est-ce que c'est notre faute? Alors, ils en parlent avec la généticienne de l'hôpital, une femme douce, la cinquantaine, lunettes en écaille, blouse blanche froissée et sourire triste. Elle les reçoit un vendredi matin, dans un petit bureau à moitié envahi par des dossiers et une machine à café HS. Elle leur explique les choses calmement. La chromatopsie, dans la majorité des cas, c'est génétique. Transmise par 2 parents porteurs du même gène récessif. Un peu comme une pièce qu'on a chacun dans sa poche sans le savoir. Et parfois, paf, les 2 pièces tombent ensemble. Mais on n'a aucun cas dans nos familles, dit le père. Aucun, répond la mère. C'est possible quand même, reprend la généticienne. Ce genre de mutation peut dormir pendant des générations. Elle leur propose un test génétique. Simple prise de sang, résultat dans 6 à 8 semaines. Ils disent oui. Et puis, ils en parlent aux familles, et là, c'est un tout autre chapitre qui s'ouvre. Des silences, des je me souviens plus, des c'est vieux tout ça, des à notre époque, on ne faisait pas de diagnostic comme maintenant, des regards qui fuient, des phrases incomplètes. Et il y avait bien une cousine de ta grand-mère qui portait des lunettes très épaisses, et le petit frère de ton grand-oncle, tu sais, celui qui ne sortait jamais au soleil.
Et cette tante qui tricotait dans le noir, tu te souviens? Des souvenirs qui remontent, comme des bulles. Mais rien de concret, rien d'assumé, rien d'écrit noir sur blanc, jusqu'à ce que la mère tombe sur une photo, vieille de plus de 50 ans. Une photo en noir et blanc. Un enfant sur la plage, les yeux fermés, des lunettes de soleil énormes, et derrière, un mot griffonné. Peut-être Bernard. L'été, toujours à l'ombre. Qu'est-ce qui, ce Bernard? Un cousin de mon père, je crois. On disait qu'il avait les yeux fragiles. Tu l'as connu? Jamais. Il est mort jeune. Un accident, un mystère, un soupçon. Une histoire jamais racontée. Et là, ils comprennent. Ce n'est pas qu'un diagnostic leur fils. C'est une mémoire génétique, un fil invisible qui relie le présent à un passé oublié. Restez bien avec moi. Parce que la suite, vous allez voir, elle va changer leur regard sur tout. Quelques semaines plus tard, les résultats tombent. Oui. Tous les deux sont porteurs du même gène défectueux. Et leur fils l'a reçu 2 fois. Pas de hasard, pas de faute non plus, juste la loterie génétique. Et pourtant, ils sont soulagés, parce que maintenant, ils savent. Et savoir, c'est déjà se réapproprier une part de l'histoire. Ils décident d'en parler autour d'eux. Pas comme une honte, pas comme un secret, mais comme un fait, une vérité, une richesse. Et là, surprise, d'autres témoignages affluent. Ma fille est daltonienne. On n'a jamais su pourquoi. Moi aussi, j'ai toujours été sensible à la lumière. Mais j'ai jamais fait de test. C'était fou. Peut-être qu'on a ça dans la famille. Une tante les appelle pour dire qu'elle veut faire le test. Un cousin aussi. Et d'un coup, ce truc bizarre, ce mot compliqué, achromatopsie, devient un pont entre les générations, entre les silences, entre les incompréhensions. Ce n'est plus une malédiction, c'est un héritage, oui, mais qu'on peut regarder en face. Et quelque part, ça soulage, parce que porter ça à 2, c'est lourd. Mais porter ça à plusieurs, en famille, avec des mots, des souvenirs, des gestes, c'est différent. Le petit a maintenant un peu plus de 2 ans. Il court. Il grimpe, il rit, il vit, et pourtant, chaque jour, il compose avec un monde que personne autour de lui ne voit comme lui. Parce que lui, les couleurs, il ne les voit pas. Pas du tout. Le rouge, le vert, le bleu, le jaune, des mots. Juste des mots. Alors, ses parents ont dû apprendre à nommer autrement, à montrer autrement, à expliquer un monde visuel sans s'appuyer sur la couleur. Tu veux la balle douce? Non, pas celle qui pique. Celle qui sent la lavande. Oui, celle avec le bruit de clochette. Et là, tu réalises un truc incroyable. Il existe 1000 façons de décrire un objet. Par sa forme, son odeur, sa texture, son poids, son son, sa température, sa fonction. C'est un défi, oui. Mais aussi une richesse. À la maison, tout est pensé pour lui. Passe de néon, passe de reflets violents, des zones d'ombre bien définies, des repères tactiles partout, des meubles qu'il peut reconnaître au toucher, des marquages discrets mais efficaces, et surtout une routine. Les objets sont toujours au même endroit. Les trajets sont toujours identiques, des gestes qu'il connaît par cœur. À la crèche, ils ont adapté aussi. Les éducatrices utilisent des pictogrammes en noir et blanc si elles chantent les gestes. Elles mettent des gants qui tiennent en textures différentes selon l'activité. Et les autres enfants, tu disais, ils posent des questions. Elles testent et ils apprennent vite. Un jour, une petite fille le dit, « C'est pas grave s'ils voient pas les couleurs. Moi, je vois pas sous l'eau non plus. » Et tout le monde éclate de rire. Parfois, c'est les enfants qui ont les réponses les plus simples. Mais il y a aussi les jours plus durs. Les journées très lumineuses où ils refusent de sortir, les visites à la plage où le sable reflète trop de lumière. Les repas où la purée verte et la compote jaune deviennent indifférenciables. Et surtout les incompréhensions. Les adultes qui disent « Allez, fais un effort, regarde bien », ou pire, « Mais il a l'air normal, votre fils ». Ils n'ont rien, alors ils doivent expliquer, encore et encore, que c'est un handicap invisible, qu'il ne s'agit pas d'intelligence, ni de volonté, juste d'une réalité sensorielle différente. Mais ils tiennent bon, et eux aussi, en tant que parents, ont appris à voir autrement.
Elle, la mère, a rangé tous ses rouges à lèvres. Trop frustrante de ne pas pouvoir lui dire « Tu préfères le rouge cerise ou le rose framboise? » Lui, le père, a arrêté de dire « Regarde comme c'est beau. » Il dit plutôt « Tu sens comme c'est doux, ce tissu? T'as entendu ce bruit de feuilles? Tu veux toucher ce tronc rugueux? » Ils ont redécouvert le monde par les autres sens. Et parfois, ils se surprennent à fermer les yeux quand ils lui parlent, pour essayer, juste un instant, de percevoir comme lui. Et là, ils entendent des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils sentent des odeurs qu'ils n'avaient jamais remarquées. Ils sentent le soleil, le vent, le silence. Parce que leur fils n'est pas dans l'ombre. Il est ailleurs, dans un monde qui n'est ni meilleur ni pire, juste différent. Et ce monde-là, ils apprennent à l'habiter avec lui. Il y a des matins comme ça, tu te lèves, tu regardes ton gamin qui joue sur le tapis et tu te dis « Comment on en est arrivé là? » Pas dans le sens dramatique, non. Plutôt dans le sens merveilleusement inattendu. Parce que oui, il ne voit pas les couleurs. Et alors, il a fini par leur apprendre qu'on n'a pas besoin de couleurs pour voir la beauté des choses. C'est lui qui remarque les sons subtils, le froissement des feuilles sous les pas, le cliquetis irrégulier du four quand il chauffe, la manière dont les gens respirent quand ils m'entendent. C'est lui qui touche tout le temps. Pas parce qu'il est mal élevé, mais parce que ses mains voient ce que ses yeux ne peuvent pas traduire. C'est lui qui leur a appris à regarder avec le cœur, à ressentir les ambiances, à sentir quand quelqu'un est triste même s'il sourit, à vivre dans le présent sans courir après des choses qu'on croit indispensables. Tu vois, au départ, ils ont cru qu'il allait leur falloir le réparer, trouver une solution, un traitement, lui rendre ce que la génétique lui avait, soi-disant, volé. Et puis un jour, ils ont arrêté. Pas par résignation, par libération. Ils ont compris que leur fils n'était pas abîmé. Il était juste hors cadre. Et franchement, on gagnerait tous à sortir un peu du cadre, non? Alors maintenant, il rit quand il dit que la confiture de fraises est plus ronde que celle d'abricot. Il l'écoute quand il décrit son monde fait de sons, de textures, de rythmes. Il le regarde marcher dans la rue, confiant, avec sa petite canne noire qu'il n'a presque jamais besoin d'utiliser. Parce qu'il connaît chaque trottoir par cœur, chaque bruit de moteur, chaque parfum de boulangerie. L'école, ça se passe. Avec des hauts et des bas. Mais il y a une AVS super, des copains curieux, une maîtresse qui l'appelle le poète de la classe. Et la suite, qui sait, mais ce qu'ils savent, eux, c'est qu'ils ne veulent plus normaliser leur fils. Ils veulent juste l'accompagner, l'aimer, le laisser inventer sa propre façon de marcher dans ce monde. Vous en pensez quoi, vous? On devrait vraiment tous rentrer dans les cases? Parce qu'au fond, est-ce qu'on ne passe pas à côté de plein de choses? Justement parce qu'on croit savoir à quoi ressemble la réalité. Lui, il vit dans un monde sans rouge, sans vert, sans violet. Et pourtant, il a mis de la couleur dans la vie de tous ceux qui le croisent. Sa mère, elle le dit souvent. C'est lui qui m'a appris à ralentir. Son père, lui, il dit en rigolant. Avant, je pensais que j'étais attentif. Maintenant, je me rends compte que je ne regardais rien. Et vous? Est-ce que vous regardez vraiment ce qui vous entoure? Ou est-ce que vous passez à côté sans le voir? 3 petites choses qu'ils auraient aimé savoir plus tôt. On peut faire des tests génétiques très tôt, quand on soupçonne un trouble rare, et c'est souvent mieux que d'attendre. La lumière trop forte peut être un vrai handicap invisible. Adaptez votre intérieur si vous avez un enfant sensible. Et surtout, un enfant, même très jeune. Sans, quand on l'accepte pleinement, pas besoin de mots. Vous avez déjà croisé un cas comme ça? Vous en connaissez, vous, des enfants qui voient le monde autrement? Racontez en commentaire, j'aimerais bien lire vos histoires. Et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Ça peut vraiment aider quelqu'un à mieux comprendre ce genre de différence. Et souvenez-vous, ce récit ne remplace pas un avis médical. Si vous avez un doute sur la vision ou le développement sensoriel de votre enfant, parlez-en à un professionnel.
Un vrai diagnostic, c'est pas un luxe. C'est un cadeau. Ce récit est inspiré de cas réels de vision monochromatique congénitale, mais les personnages et détails ont été modifiés pour préserver la vie privée.